Bonsoir, bienvenue pour les nouveaux et bon retour pour les autres. Ça fait à peu près 6 mois que je n'ai pas mis de nouvelles vidéos sur celui-ci, tout simplement parce que c'est un des moins populaires et que j'ai d'autres romans qui sont un petit peu plus suivis, donc je lis cela en avance. Mais c'est parti pour le chapitre 3 des Effacés. Opération 1, chapitre 3. Villa de Nicolas Mandragore, vallée de Chevreuse. Lorsque Neil se réveilla, une puissante douleur lui vrillait le crâne. Une multitude d'aiguilles s'était donné rendez-vous à l'intérieur de sa tête. Il se pencha vers sa table de nuit pour s'emparer d'un cachet de paracétamol que son hypocondriaque de tante semait un peu partout dans l'appartement. Mais sa main rencontra le vide. Il n'y avait plus de table de nuit, à sa gauche. Pas plus qu'il n'y avait de lit, d'ailleurs. Il se trouvait allongé sur un épais matelas, à même le sol, dans une pièce qu'il ne reconnut absolument pas. Neil parvint à s'asseoir et expira un grand coup pour reprendre ses esprits. Le mal de crâne était là, mais il tentait de le maîtriser. La volonté, pensait-il. On peut tout maîtriser avec sa volonté. En tout cas, c'est ce que disait le psy que j'ai vu après la mort de maman. Vive la volonté. Il voulut sourire, mais n'y parvint pas. Plusieurs jours déjà qu'il essayait, mais rien ne venait. Il ne pleurait pas plus. Il gardait le même air triste. Il se leva et, chancelant, gagna la seule fenêtre de la pièce. Au dehors, lorsque ses yeux s'adaptèrent à la vive lumière du jour, il fut très surpris de découvrir une piscine de belle taille, en lieu et place de la cour sombre de l'immeuble de son oncle et de sa tante. Il cligna des yeux. Rêvait-il? La piscine trônait au milieu d'une vaste pelouse, délimitée à droite par une rocaille et à gauche par de grands arbres, chênes, frênes et pins. Il se tourna. Sa chambre, maintenant, rien à voir avec celle qu'il avait chez ses oncles et tantes. Ici, pas de télé, ni de console de jeu, un matelas, une table basse, un ordinateur portable éteint et des livres. Neil s'approcha de la bibliothèque. Le comte de Monte Cristo, lut-il, en passant son doigt sur le dos poussiéreux du gros ouvrage. Le livre voisin portait le même titre. Le suivant également. Cette bibliothèque était exclusivement constituée d'exemplaires du Comte de Monte Cristo en différentes éditions, différents formats et même différentes langues. Le jeune homme haussa les épaules, il dut se rendre à l'évidence. Il n'était pas chez les Mauriac. Et pourtant, chose étrange, il n'éprouvait aucune crainte. Voyons, son dernier souvenir, un jeu de tir, une saloperie d'alien qui allait lui balancer sa pince foreuse dans le ventre. Il avait juste eu le temps de sortir son mitrailleur et puis un coup violent. Oui, c'est ça. Mais un vrai cette fois, pas un coup virtuel. Un vrai coup violent sur la nuque. Il passa la main sur son occiput. Il ne sentit aucune bosse. Mais il nota la présence d'une compresse de taille moyenne qu'il jugea bon de laisser en place. La porte s'ouvrit à cet instant, et un homme d'une 50aine d'années, plutôt petit, aux yeux d'un bleu magnétique, fit son apparition. Neil n'esquissa pas le moindre geste de recul. Son mal de crâne le reprit. « Bienvenue !» dit le visiteur. Il portait une tasse de thé dans chaque main. « Je crois que tu préfères le breuvage du divin empereur Shen Nung au café ? Moi aussi. Bienvenue, Neil. Je m'appelle Nicolas. » Il tendit une tasse à l'adolescent, mais Neil ne la saisit pas. Que contenait-elle vraiment? Qui était cet homme? Où était-il? Nicolas, lui, huma le breuvage fumant de la seconde tasse, s'en délectant avant de porter le liquide carmin à ses lèvres.
Il posa le thé réservé à son invité sur la table basse. Niels s'aperçut alors que l'intérieur de la main droite de cet homme était d'un blanc immaculé. On aurait dit que sa peau avait disparu, des premières phalanges au poignet, en passant par la paume. Niels observa la main gauche, mais l'homme serrait le poing. Il ne put rien distinguer et en fut troublé. Le lapsang chouchon impérial. Je sais que tu es un amateur. Ne t'inquiète pas, celui-là n'a pas le goût d'une infusion des vieilles cendres de cigarettes. C'était vrai, ce thé chinois était son préféré. Il l'adorait à égalité avec le chocolat chaud. Vous avez beaucoup de choses sur moi, dit l'adolescent en se décidant à prendre la tasse. Mais moi, je ne sais rien de vous. Où suis-je et qui êtes-vous au juste? Tu es en vallée de Chevreuil, Niels, et je suis Nicolas Mandragore. Je suis médecin. Autrefois, je dirigeais l'Institut médico-légal de Paris. La morgue, si tu préfères. Je ne préfère rien, répondit le jeune homme du tac au tac. Niels savait où se trouvait l'IML. Il prenait toutes les semaines la ligne 5 pour se rendre à son entraînement de basket et il passait à chaque fois devant, quai de la Râpée. Tu es ici car on voulait te tuer. Nous t'avons sauvé. C'est aussi simple que cela. Nous, le groupe des effacés, mais nous n'allons pas trop vite en besogne. Nicolas Mandragore termina sa tasse d'une lampée avant de reprendre. Hier, Ilsa, que tu rencontreras bientôt, a pénétré dans l'appartement de ton oncle et de ta tante et a dissimulé ton suicide. Niels ouvrit de grands yeux. Tu as été évacué, inconscient de l'immeuble, par Zacharie, Émile et Mathilde, les 3 autres membres du groupe. Ils t'ont emmené ici, sain et sauf. Quelqu'un cherchait à te supprimer. Il se trouvait dans le local abandonné du concierge dans le premier bâtiment. Il guettait le départ de ton oncle pour monter et te tuer. Il aurait ensuite maquillé son crime pour faire croire à ton suicide. Nous avons fait exactement la même chose, à la différence près que ta mort elle-même était un simulacre. C'est n'importe quoi. Niels ricana nerveusement en montrant la bibliothèque. Folle lecture vous tape sur le système. Nicolas ne releva pas la remarque. Je préfère te livrer la vérité brute. Je ne suis pas un adepte du mensonge. Tu as 16 ans, tu es en âge de comprendre les tenants et les aboutissants. Tu devrais mourir, car la banque dans laquelle travaillait ta mère a mis un contrat sur ta tête. Et sur la sienne. Ma mère est morte dans un accident de parapente. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Un tueur se trouvait dans le local en bas. Nous l'avons supprimé afin qu'il ne t'atteigne pas. Puis nous t'avons évacué en faisant passer pour blessé, bientôt mort. Il a simulé une blessure mortelle à ta tempe et glissé le pistolet de ton oncle dans ta main droite pour faire croire à ton suicide. Et comment avez-vous su où mon oncle cachait son pistolet? Niels cherchait à piéger ce petit homme agaçant qui semblait avoir réponse à tout. Voilà 1 mois que nous travaillons tous à ton sauvetage. Tu apprendras tous les détails en temps et en heure, plus tard, si tu le souhaites. Tout a été minutieusement préparé. Nous avons mis la même application dans cette démarche que Christo Panaretos, le tueur de gages, cherchait à te supprimer. Un as de la profession, quelqu'un qui n'a jamais connu l'échec, jusqu'à hier. Niels hésitait entre hurler sur cet homme ou lui rire au nez. Quelle fichue issue d'invention tout de même. Des foutaises, oui. Et alors, vous m'avez sorti de l'immeuble endormi, sous le nez des voisins, répliqua-t-il d'un ton ironique. Nicolas Mandragore se dirigea vers la fenêtre, puis après avoir regardé le jardin, posa à nouveau ses yeux étranges sur l'adolescent. Zacharie a placé un dispositif qui interceptait les appels sortant de l'immeuble, puis les reroutait sur son portable. La voisine du dessus, mademoiselle Guibert, a appelé le SAMU. Zacharie lui a répondu que le SAMU arrivait, et en effet, Zacharie, Mathilde et Émile sont arrivés. Ils t'ont injecté un puissant barbiturique
et t'ont transporté jusqu'ici. Neil laissa échapper un petit ricanement. Pour les dingues dans votre genre, il y a ce qu'on appelle l'écriture. C'est vieux comme le monde. On aura toujours besoin de romans remplis d'histoires invraisemblables comme la vôtre. Maintenant, laissez-moi sortir d'ici. Ça suffit. Neil s'avança vers Nicolas, menaçant, les poings serrés. Il faisait bien une tête de plus que lui. « Allume l'ordinateur et va sur le site du Parisien », répondit le médecin, sans se départir de son calme. Dans le moteur de recherche, tape Neil et suicide. Interloqué, le jeune homme s'exécuta. Un article correspondait aux 2 termes. Paris première, terrible drame familial. Un adolescent se tire une balle dans la tête par désespoir après la mort de sa mère. Une photo assez récente de Neil accompagnait l'article. On le voyait en tenue de basketteur, un ballon à la main, un agrandissement d'une photo de son équipe qui se trouvait dans le local de son club. Il était question de son transfert à l'Hôtel-Dieu et de son décès à son arrivée aux urgences. L'adolescent ne savait que dire. Il relut l'article plusieurs fois. Oncle et tante inconsolables, voisins sous le choc. Mais cela ne pouvait être qu'une méprise, un montage. Dans quel but ? Où voulez-vous en venir ? Je n'ai pas pu mourir à l'hôpital puisque vous me dites que j'ai été transférée ici par votre bande. Je me suis retirée des affaires, mais j'ai gardé mes contacts. Tout ce qu'il faut, ne t'inquiète pas. Tu es bien mort, ton acte de décès est signé, enregistré. Zacharie a vérifié tout cela dans les serveurs des différentes administrations. Ton enterrement est programmé dans 2 jours, à Hérence, dans le Var, près de Grasse, dans le caveau familial, là où repose ta mère. Arrêtez! Je ne veux pas entendre un mot de plus. C'est complètement dingue. Si je suis mort, alors, ici c'est le purgatoire ou l'enfer? Il eut envie de donner un coup de poing sur l'écran de l'ordinateur. Sur cette photo de lui, la photo d'un mort. Son mal de tête lancinant s'était décuplé. Il se voyait tanguer. « Mais pourquoi ?» hurla-t-il. « Vous êtes un malade !»« Je te l'ai dit, » fit Nicolas, toujours sur le même ton. « Ainsi, tes ennemis, nos ennemis, croiront le contrat exécuté. Ils te laisseront en paix maintenant. Tu ne seras plus jamais menacé. Ils ont tué ta mère. Ils te voulaient mort aussi. Ils croient avoir eu ce qu'ils désiraient. Et vous prétendez avoir tué ce tueur à gages, vous et vos complices. Vous êtes donc des assassins. C'était la vie de Christos Paranetos contre la tienne. Crois-moi, le monde n'est devenu que meilleur grâce à la disparition de cet immonde personnage. » Neil se leva. « Ce Christos, je veux voir son cadavre, tout de suite. » Le médecin secoua la tête. « Il est enterré à présent, dans la propriété. Moi seul connais l'emplacement. »« Mais je ne voulais pas mourir !» hurla de nouveau l'adolescent. « Vous êtes un psychopathe. Laissez-moi sortir !»« Si tu sors, tu passeras pour fou. Et si tu parviens à prouver la vérité, alors tu n'auras plus que quelques heures à vivre. Ceux qui ont supprimé ta mère et qui ont cherché à te supprimer engageront un nouveau tueur. Et cette fois, nous ne serons pas là pour te sauver. »« Mais pourquoi moi ?» demanda Neil en se laissant tomber sur le matelas. Il tentait de se maîtriser. Puis, il sentit des larmes lui monter aux yeux. Nicolas vint s'accroupir face au jeune homme. Ta mère était responsable de la déontologie d'une puissante banque suisse. Elle a mis le doigt sur un scandale touchant les dirigeants de l'établissement. Ils n'avaient d'autre choix que de la supprimer pour sauvegarder leurs intérêts. Elle s'était confiée à toi à propos des détournements de fonds, non ? Elle a caché des documents ? Il ravala ses larmes. Elle semblait préoccupée ces derniers temps. Oui, elle m'avait vaguement parlé d'un scandale possible. Mais tout devait se régler. Elle avait fait un aller-retour à Genève 1 semaine avant son accident pour rencontrer le président de la banque. Ça me semble si loin maintenant.
A-t-elle caché des documents, Neil? T'en a-t-elle parlé? Oui, dans un coffre de banque. Elle m'a aussi donné une clé, en me précisant de bien la cacher. Et tu es le seul, avec elle, à savoir dans quelle banque se trouvait le coffre. Neil s'affaissait au fur et à mesure de ses révélations. Il n'avait pas vraiment prêté attention aux différents récits de sa mère à ce sujet. À vrai dire, il n'écoutait que très rarement sa mère, ou d'une oreille distraite. Et voilà que cet homme, cet inconnu, considérait cette histoire de clé comme une des pièces d'un gigantesque puzzle. Maintenant que tu es officiellement mort, continua Nicolas, personne n'est censé connaître l'emplacement du coffre. Les documents resteront là, longtemps, très longtemps, le temps que l'affaire s'éteigne d'elle-même. Peut-être ne les retrouvera-t-on jamais. Soudain, le regard de Neil se fit noir. Qui me dit que vous n'êtes pas en train de me cuisiner pour obtenir la même chose, d'essayer de me faire cracher le nom de la banque où se trouve le coffre, à supposer que je le connaisse. D'un regard, il avisa la porte. Il connaissait sa vivacité. D'un bond, il pouvait l'atteindre. « Et les 4 autres ?» demanda-t-il. « Eux aussi sont dans le même cas que moi. C'est le club des 5, votre lecture de chevet. » Plutôt le comte de Monte Cristo. La porte s'ouvrit alors et une jeune fille de 16-17 ans entra dans la pièce. Elle était mignonne, une jolie brune au visage décidé. Je te présente Ilsa. Elle aussi, c'est une effacée. C'est elle qui a abattu le tueur à gages. Tu lui dois en partie la vie. Ilsa découvrit Neil conscient pour la première fois. Elle lui trouvait un petit air de voyou, plein de malice, et de trop grandes oreilles, un peu comme elle. Le jeune homme fronça les sourcils. « Bonjour, Neil, dit-elle. Je sais bien que tout cela peut te paraître fou, mais sache qu'il s'agit de la stricte vérité. Dans le groupe, tout mensonge est proscrit. D'ailleurs, est-ce qu'on peut se mentir entre morts ?» Elle tourna la tête vers la droite et mit le doigt sur l'épaisse cicatrice qui partait de sous son oreille jusqu'à la base de son cou. « Je n'ai pas eu la même chance que toi. Moi, la balle s'est bien logée dans mon crâne et y est toujours. C'est Nicolas qui m'a sauvé la vie à mon arrivée à l'hôpital. Puis, il m'a effacée. Ce soir-là, dans notre appartement de Boulogne, quelqu'un a mis en scène la folie sanguinaire de mon père. On a voulu faire croire qu'il s'était suicidé après nous avoir assassinés, ma mère et moi. Voilà la version officielle. La vraie version est tout autre. » Neil ne pouvait détacher son regard de la cicatrice. À présent, Ilsa tenait une mèche de cheveux pour la dévoiler sur toute sa longueur, ostensiblement. Cette scène rendit le trouble de Neil encore plus profond. Il voulait rester seul pour réfléchir à tout cela. Lui, un mort vivant. « Mais pourquoi vous faites tout ça ?» demanda-t-il. « Nous t'attendons au salon pour le petit déjeuner. Quand tu te sentiras prêt, nous te l'expliquerons. Nous ne cherchons pas à te brusquer. Mathilde, Émile et Zacharie seront ravis de faire ta connaissance. Et puis, nous discuterons tous ensemble de ton programme de formation. » Nicolas sortit avec Ilsa. Le brusquer, son programme de formation? Le regard de Neil revint vers cet article du Parisien, à propos de son suicide. Il y était écrit qu'il était mort et bientôt enterré. Effacé de la surface du globe, alors qu'il se trouvait ici, dans cette chambre, en compagnie de ces gens étranges, bien vivants. Un truc de dingue. Il ne se contentait pas des paroles des uns et des autres. Il voulait du concret. Il voulait voir le corps du tueur à gages. Il chercherait sur la propriété un coin de terre fraîchement retourné. Il trouverait facilement cet ancien médecin flic, ce mandragore. Il ne devait pas vivre dans un château. Ça ne devait pas être un terrain de recherche immense. Neil ouvrit la fenêtre. Sa chambre se situait au dernier étage. Avec un peu d'adresse,
en prenant appui sur la chambranle de la fenêtre, il atteindrait le toit. Fin du chapitre 3. Au revoir.